Allez, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode où cette fois-ci j'ai le plaisir de recevoir Alexandre Rouget. Donc Alexandre, merci d'être venu. Je t'en prie, merci à Donc toi pour l'invitation. pour ça, je vais te proposer de te laisser te présenter, qui tu es, ce que tu fais, tout ça, dans un premier temps. D'accord. Je suis journaliste, écrivain, éditeur, conférencier. J'ai commencé par des études de sciences politiques à l'IEP de Bordeaux. Je suis sorti avec un diplôme en 2002 de sciences politiques, mais de spécialité de sociologie politique. Et ensuite, j'ai fait une école de journalisme à Nice, puisque au niveau universitaire, il n'y avait rien d'intéressant à faire. Hein. Enfin, je précise que j'ai détesté les études de Sciences Po, hein, qui sont vraiment qu'une vaste blague, une vaste hypocrisie, une vaste merde. Le journalisme n'a pas été beaucoup mieux parce on t'apprend finalement la propagande, on t'apprend à mentir, on t'apprend à répéter les mêmes stupidités, les dépêches d'agence sans rien vérifier. Voilà, on t'apprend en gros à faire ta pute. Et voilà, suite à quoi j'ai vivoté du côté de Nice, Antibes, dans deux, trois rédacs locales de Nice Matin, le Canard à Nice Matin, que les mecs appelaient là-bas Nice Machin. Ouais. Je me suis Mm. frotté au reportage international en Bosnie-Herzégovine en 2005 pour le 10e anniversaire de la fin du conflit de la guerre d'ex-Yougoslavie, hein, de 91-95. Donc je fais le reportage là-bas pendant 6 semaines. À l'été 2005, j'en ai ramené un reportage, enfin un papier de géopo, quoi, de politique internationale, qui a été refusé par tout le monde, mais il y en a quand même un qui m'avait répondu poliment, c'était le seul. Ça m'a fait du bien, c'était Renaud Matignon, qui était le directeur du service étranger du Figaro, en me disant que le papier était super, mais qu'il ne pourrait jamais le publier. Parce que je prenais position enfin voilà, j'étais dans la lignée de l'axe Paris-Berlin-Moscou qui avait émergé en 2003 suite à la prise de position de Dominique de Villepin à l'ONU et de Jacques Chirac, qui avait bloqué la tentative américaine de faire valider leur guerre de pute, là, leur campagne d'agression terroriste contre l'Irak. Ils avaient voulu la faire valider par le Conseil de sécurité de l'ONU. Chirac et Villepin les avaient empêchés. Et suite à Mm. ça, c'est que Vladimir Poutine avait débarroulé à Paris aux 20h de TF1 en disant putain, bravo les gars, c'est bien, il faut continuer. Hein, tous les pays d'Europe n'ont pas le même sens de leur grandeur que la France. Et il y a un axe Paris-Berlin-Moscou, puisque Schröder en Allemagne était d'accord avec nous, avec Poutine, voilà, pour faire émerger enfin cet axe européen, continental, eurasiatique, géopolitique digne de ce nom, pour enfin arrêter le saccage et les ravages voilà, des Américains. Et donc j'étais dans cette ligne-là, j'ai fait un papier donc, sur la Bosnie en 2005 qui était dans cette ligne-là, et Matignon m'avait dit que c'était super, mais qu'évidemment, c'était déjà tabou, c'était censuré par toute la presse et la racaille, gauche caviar de toute la presse grand public, hein, ouais, qui ne voulait pas entendre parler de souveraineté européenne, qui ne voulait pas entendre parler de patriotisme eurasiatique et d'indépendance des Européens face à la dictature de la racaille anglo-saxonne, de l'OTAN, toutes ces merdes. Donc je suis revenu un peu dégoûté, si tu veux. Je ne savais pas trop quoi foutre. Je suis monté m'installer à Paris parce que j'ai eu la possibilité de m'installer à Paris à ce moment-là. Et puis, ce qui a fait basculer un petit peu ma carrière et ma vie, ouais, ça a été une retraite vipassana, donc dans la tradition bouddhique très proche de la tradition originelle. Hein. Vipassana, c'est le Hinayana, c'est le petit véhicule. Il en reste qu'une toute petite partie de nos jours en Asie du Sud-Est, du côté de la Birmanie et tout et tout. Et ça m'a aidé à passer, à transiter, on va dire, ouais, du profane et de l'idéologique et du politique ordinaire à du gnostique, à de l'initiatique. Ça a été pré-initiatique, mais en tout cas à de l'ésotérique, dans le sens que tu commences à te rendre compte qu'il y a des choses invisibles qui t'échappent, qui expliquent vraiment tout, qui expliquent toutes les choses qui t'énervent, en fait, et tout ce à quoi tu réagis et qui t'énerve répond à des motivations, des critères, des motifs profonds, essentiels, qui sont cachés, mais parce qu'ils sont pas devant toi, ils sont dans toi, ils sont à l'intérieur. C'est l'idée que tout ce qui t'énerve à l'extérieur a sa cause, son origine à l'intérieur. Donc du coup, sorti de cette retraite de méditation, je me suis dit putain, si vraiment tout mon horizon politique, intellectuel, moral a été ruiné, dévasté, il n'y avait plus rien. Et par contre, il y avait cette perspective délirante qui était que bon, ben voilà, la solution est en toi effectivement, et la solution à tous les problèmes extérieurs est à l'intérieur. Donc voilà, ça c'était un début, hein, bon, pour un début en tradition, hein, pour en finir avec mon passage dans le reportage.
peu avant la retraite Vipassana, j'avais fait aussi, du coup, voilà, ça aussi c'était décisif, mais un deuxième portage à l'étranger, au Liban, au sud Liban. Parce que c'était peu après l'opération de Tsahal contre le Hezbollah, l'opération Plomb durci, je crois. Et j'avais lu un bouquin sur le Hezbollah avant d'y aller. Enfin, ça m'avait vachement plu, cette histoire de mec de parti politique qui s'appelle le Parti de Dieu. Le Hezbollah, genre, ouais, ça c'est carré, tu vois. On fait un parti, c'est pas pour rien, c'est le Parti de Dieu ou c'est rien du tout, tu vois, sinon ça n'a aucun sens. Et voilà, donc j'ai traîné du côté de Tyr et de Bentich Bay, le théâtre d'opération, hein, où voilà, j'ai vu des vétérans, enfin j'ai vu un pays ravagé par la guerre 3 mois avant. Bon, et ça m'a rien apporté, sinon le fait que bon bah c'est pas en allant voir des gens vraiment malheureux que moi j'allais répondre à mes petits malheurs d'occidental à la con qui se plaint que son pays se laisse marcher dessus alors que eux ils se font vraiment marcher dessus pour de vrai, tu vois. Et néanmoins ils avaient gardé une dignité, comment dire, une pudeur, une sobriété, une décence, hein, la fameuse common decency de Orwell que nous avions perdu un peu largement, tu vois, en Occident. Voilà, suite à quoi, la retraite Vipassana m'a fait quand même beaucoup de bien en me disant: «Bon, si tu veux mettre les points sur les i et reprendre les choses dans le bon sens, ben voilà, faut aller chercher à l'intérieur ce qui t'énerve à l'extérieur». Voilà, bah, suite à quoi, j'ai vivoté un peu à Paname, pendant quelque temps, à faire des petits boulots à la con, j'ai continué à lire, à me documenter, à faire des recherches. Je suis entré, bon, mon entrée en tradition, c'est avec, Vipassana, hein. Dans la foulée, je suis entré dans la scène New Age française, puisque du coup, j'ai embrassé à bras le corps. Voilà, ça, c'était un bon moyen de faire la bascule entre l'idéologie, le politique et le sacral, le spirituel. Ça a été l'hypothèse 2012, l'hypothèse d'un changement de civilisation, d'un changement de mentalité, d'un changement de paradigme vraiment global qui affecte tout le monde et auquel personne ne peut rien, en rapport avec vraiment la bascule cosmique de l'ère des poissons à l'ère du Verseau, et ainsi de suite. Donc quelque chose venu de très haut, de très loin, en l'occurrence du cosmos, des étoiles, du Soleil, du trou noir central de la Voie lactée, et qui impulse une influence, une force, une énergie quelconque, je ne sais pas, quelque chose de difficile à définir, ne serait-ce qu'une gamme de fréquences différente que celle à laquelle nous sommes habitués, et qui induisent un changement total de la mentalité de la psyché humaine. Tu sais, qui fait que et bon, Mm. alors, avec le recul, je n'ai cessé depuis lors de vérifier cette hypothèse, de tester et de vérifier cette hypothèse, à laquelle j'adhère toujours, hein, plus que jamais, puisque non seulement elle ne s'invalide pas, mais elle ne fait que se valider, plus le temps passe, plus elle se valide. Et voilà, le fait que le bain électromagnétique, le contenu vibratoire dans lequel, atmosphérique vibratoire dans lequel nous sommes, dans lequel nous baignons, monte, augmente, ça a évidemment une incidence sur notre propre fonctionnement électromagnétique et vibratoire au niveau de la cellule, même au niveau des neurones, hein, dans ce qui induit le fonctionnement nerveux, mental, moral, psychique, psychologique, tout ce que tu veux, qui est en train de changer, ça c'est certain. Donc depuis lors, voilà, je me consacre à la vérification de cette hypothèse sous un maximum d'aspects différents. Voilà, mais ça a commencé du coup voilà, dans les années 2009-10 où je suis rentré du coup dans la scène New Age française dans le but de m'affronter à cette hypothèse, donc de 2012, d'un changement de civilisation, d'un changement de mentalité à l'échelle globale. Donc voilà, j'ai lu quelques bouquins, d'ailleurs le journal d'un évêque du troisième œil de Christophe Alain qui m'a beaucoup plu, les livres d'Anton Parks, les chroniques du Guircou qui m'ont vraiment fait un très fort effet. À l'époque, je bossais pour le magazine Nexus. J'étais encore journaliste, hein, mais j'ai réussi à connecter du coup mon intérêt pour la spiritualité, ma propre démarche intérieure, avec un travail extérieur, mais pour le coup cohérent, digne de ce nom, honnête, avec un canard qui a sauvé à lui seul l'honneur de la presse française, puisque Nexus faisait de l'info, de la vraie info, honnête, libre, indépendante et sérieuse, hein, sur tous les sujets qui étaient galvaudés et ignorés par la presse grand public, hein, tous les sujets, donc le conspi, l'histoire secrète, donc les complots évidemment. Hein. Vous avez déjà bien compris que l'histoire tout entière n'est qu'une succession de complots réussis. Hein. Donc si t'es pas complotiste, c'est pas la peine de faire de l'histoire, hein, reste à la maison et ferme ta gueule. L'archéologie interdite, la physique quantique et ses implications, donc la spiritualité, la médecine, les médecines alternatives, les médecines douces, les médecines traditionnelles, et ainsi de suite. L'ufologie, évidemment, et l'exopolitique. Hein. David Denry, l'ancien directeur de Nexus, était à fond sur l'exopo et l'ufologie, en mode sérieux. Donc voilà, sur tous ces sujets-là, on s'est bien éclaté. Tu vois, pendant 5-6 ans, j'ai pu à peu près vivre de mon métier dans des conditions décentes et en faisant vraiment de la vraie info avec des vrais sujets. Tu vois. C'était quand même génial. Et mais donc dans ce cadre-là, j'avais rencontré Anton Parks à l'époque de la sortie du tome 3, Le Réveil du Phénix, hein, le tome 3 des Chroniques du Guircou, qui était un super gars, c'était une super rencontre et tout.
J'ai rencontré Gilles Cinquin, qui était un des tauliers de la scène New Age française aussi, avec ses ateliers de connexion lumière. Lui aussi, il était à fond sur l'hypothèse 2012, qui a fait un très bon petit bouquin, qui est toujours d'actu d'ailleurs, qui se préparer pour 2012, où il mixait donc la méditation bouddhique de base, genre tu t'assieds en tailleur et tu t'écoutes respirer, puis tu penses à rien, et la lumière fera le reste. Et la lumière, c'est quoi? Bah ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est d'une vibration supérieure à la normale, qui vient du soleil et du trou noir central de la Voie lactée, et qui induit un fonctionnement différent au niveau cellulaire, hormonal, mental, et ainsi de suite, et qui fait que en gros, hein, je te l'expédie en 2 secondes, là, le process, mais que les schémas traumatiques, les mémoires transgénérationnelles traumatiques, et même toutes les merdes que tu as subies au niveau pendant la grossesse de ta mère, pendant l'accouchement, enfin la gestation, l'accouchement, la petite enfance, qui sont les moments clés où t'arrives toutes les merdes qui font de toi un adulte tel qu'il est et non pas un autre. Tous ces traumas-là, ces expériences de merde qui sont matérialisées physiquement sous forme de nœuds, on va dire des mini-égrégores qui sont incrustés, enquistés dans les couches subtiles du corps. Il y a du corps physique, il y a plusieurs couches psychiques subtiles autour du corps physique, dans lequel sont incrustées ces expériences-là sous forme de petits nœuds, des petits kystes vibratoires, et qui sont en train de sauter, du coup, d'être dissous, évacués par la fréquence supérieure de l'atmosphère, simplement. Donc lui, il expliquait ça très bien, Gilles Cinquin, et pour le coup, c'est vraiment là que j'ai adhéré à l'hypothèse 2012, puisque j'ai vécu cette hypothèse du passage à la 5D, qui est effectivement pour moi, qui je comprends comme l'union, la fusion des 3 dimensions du temps, passé, présent, futur, dans ce qu'on appelle du coup la conscience de l'éternel présent, la temporalité, comme disait Gilles, où effectivement, putain, ça m'est arrivé une fois lors d'un de ces stages où, putain, tu flottes, il y a plus de tension par rapport au passé, plus aucune tension par rapport à l'avenir, il y a que le présent qui est là, et tu as vraiment l'impression de flotter, c'est hallucinant, quoi. Donc voilà, avec lui ça marchait, donc voilà, je lui tire mon chapeau, respect, tu vois. Lui aussi, je pense à lui tout seul, il a sauvé l'honneur de la scène New Age française, qui comptait quand même pas mal de charlatans, de branleurs, de gourous et de petits cons. J'en ai vu d'autres, à cette époque-là aussi, j'en ai rencontré un qui a très mal fini, je crois qu'il est en prison maintenant, parce qu'il y a eu des morts à un de ces stages-là, je crois que c'est Claude Trax, le Belge. Lui, il faisait des trucs aux Canaries, donc ça me faisait délirer d'aller aux Canaries, tu vois. Il avait tout un domaine sur l'île de la Gomera. Et donc son stage ne m'a strictement rien apporté, on est bien d'accord, parce qu'il appliquait une méthode, un protocole de soins qu'il avait piqué à une thérapeute marseillaise. Enfin, c'était vraiment accessoire, mais par contre, ce qui était intéressant, c'était les Canaries. Ouais. J'ai pu aller aux Canaries et il connectait avec l'héritage Atlante, parce que les Canaries, c'est je sais pas les si tu sais, Guanches. voilà, les Guanches, ouais, c'est le dernier vestige émergé de l'Atlantide. Donc j'ai passé une nuit dans les forêts là-bas, les forêts primaires. Et, putain, c'est quelque chose, tu vois, ça bastonne. Voilà, à ce moment-là, quoi, effectivement, ouais, j'ai quitté Paname. Voilà, Gilles, alors Gilles a voulu, Gilles Cinquin, il a voulu lancer un magazine qui s'appelait Conscience 5D. Donc il n'y a eu qu'un seul numéro, parce qu'il n'avait pas les moyens de le pérenniser. Donc il n'y a eu qu'un seul numéro que j'ai écrit entièrement. Et il nous avait foutu, moi et un collègue maquettiste, dans la maison que Gilles habitait à Quillan pendant quelques années. Il habitait à Quillan, dans les Corbières, dans la vallée de l'Aude. Il nous a foutu là-dedans pendant 2 mois. J'ai passé l'été 2011 à Quillan, du coup, où là j'ai découvert Rennes-le-Château, j'ai découvert le Bugarache, j'ai découvert la forêt de Nébias aussi. Là aussi, il y a eu un avant et un après. La première nuit sur le PEC, je me rappelle encore. Bon, je suis pas remonté à Paname. Enfin, si, mais pour quitter Paname, pour le coup, j'ai rejoint un couple de potes de Paris qui voulaient s'installer aussi un peu à la campagne. On s'est foutu en coloc à Saint-Afrique pendant 1 an ou 2, ça a capoté. Ils sont remontés à Paname. Moi, je suis resté dans le sud. Et j'ai rejoint une équipe, j'ai rencontré une équipe de 10-12 gars qui venaient de la Charente et de la Loire-Atlantique, qui voulaient changer de vie. Ils avaient tout mis en commun, tout vendu, les maisons, les baraques, quitter le boulot. Ils avaient tout mis en commun pour s'acheter un terrain et lancer la communauté du Nouveau Monde, tiens, un peu ce délire-là. Et donc ça a merdé, je les ai quittés 4-5 ans plus tard, en 2016, pour m'installer à Bugarache. Mais voilà, donc pendant ces années-là, 12, 13, 14, 15, donc j'ai fait l'aller-retour entre les Corbières et Perpignan. À Perpignan, en 2014-15, j'avais repris l'aventure avec Nexus et j'ai bien bossé aussi, continué à me documenter, découvert un peu les Pyrénées. Voilà, et puis j'ai fini par rejoindre pour une dernière fois cette équipe de bras cassés, là, avant de les quitter pour de bon et de m'installer à Bulgarache, donc en 2016, où j'étais en plein dans la rédaction de mon livre sur les Qatars, parce que le printemps 2016,
J'ai pris Déodat Rocher, Raymond Abellio sur la gueule. J'ai rien vu venir, hein. Mais à force de m'intéresser au Qatar et tout, bah, du coup, à la tradition occidentale, hein, parce que j'ai fait retour à la tradition occidentale grâce à la voie bouddhique. Puisque avant de quitter Paname, pour le coup, en 2009, j'avais fait une retraite Shugendo. Alors ça aussi, c'est spécial. Le Shugen, c'était la voie des samouraïs, hein, les Templiers japonais. C'est une tradition qui synthétisait donc le Shinto, c'est-à-dire la tradition païenne Japon, enfin le Japon pré-bouddhique, donc les sources, les fontaines, les îles de la nature, tu vois. Le zen, donc le bouddhisme japonais, et le Vajrayana, c'est-à-dire l'ésotérisme tibétain. Et pendant 4-5 jours, enfin voilà, on a fait un truc de dingue avec un fin fou qui s'appelle toujours Sylvain Guintard, enfin Kuban Sensei, mais Sylvain Guintard à l'état civil, qui est un véritable tueur, enfin une bête mondiale du kung-fu, marche sur le feu. Il nous a fait 2 putains de rituels traditionnels, authentiques et pour le coup initiatiques, hein, qui sont la marche, d'abord le baptême d'eau, Takishugyo, le rituel de la cascade, où tu vas méditer sous la cascade, sous une chute d'eau, avec récitation de mantra, posture et tout. Et la marche sur le feu, Cassio Zanmai, qui est un baptême de feu du coup, où là aussi il y a eu un avant et un après, hein. Et bon, après ça, je suis parti dans le vignoble. Cet été-là, 2009, j'étais en reportage dans le vignoble français pour écrire mon premier livre, qui était un reportage sur sur le vin, le vin français, une attaque et un débunkage de la viticulture mondialisée. Donc les ravages juridiques, techniques, œnologiques, viticoles, de la chimie, de toutes ces merdes, et puis de la mondialisation du vin, hein, et une défense de la vraie vigne et du vrai vin, c'est-à-dire biodynamique, et nature, c'est-à-dire sans sulfite ajouté, hein, 100% pur jus de raisin. Voilà, j'ai rencontré les tauliers du vignoble, Nicolas Joly et tout. Nicolas Joly, qui est un grand spécialiste de la biodynamie et de l'œuvre de Rudolf Steiner, hein, qui m'a briefé sur, pour le coup, quelques échéances importantes de la fin du cycle, c'est-à-dire les 3 jours 3 nuits d'obscurité, l'inversion des polarités magnétiques de la Terre. Il m'a apporté beaucoup d'éléments, Nicolas Joly, qui était vraiment sérieux, tangible. Et sorti de là, ouais, j'ai sorti mon livre sur le vin. Putain, ouais, j'ai pris une cuite d'anthologie chez mon cousin, j'ai basculé d'un balcon, je me suis pété le sacrum, un poignet, 2 côtes, j'ai frôlé l'hémorragie au foie. J'ai passé 9 mois à l'hosto. Ça a été spécial. Je suis sorti de là, j'ai fait le tour des Pyrénées, enfin j'ai fait un tour dans les Pyrénées plutôt, pardon. J'ai fait 10 jours sur GR10, hein, de Mérins-les-Vals en Ariège jusqu'à Collioure, jusqu'à la Méditerranée. Donc, j'ai fait le Canigou, enfin ça aussi ça a été un grand moment. Et voilà, c'est peu après, je t'ai dit qu'est arrivé le moment où il y a eu la coloc en Aveyron avec un couple de Parisiens qui a pas marché, et puis l'installation dans les Corbières, où là, bon, bah, du coup, j'ai pu faire mon retour peu à peu à la tradition occidentale. Donc, et à pas avoir tâté de l'ésotérisme bouddhique, j'ai voulu entrer dans l'ésotérisme occidental, c'est-à-dire la gnose, la tradition gnostique. Donc là, ça a été d'abord Déodat Rocher, donc les Cathares, hein, Déodat Rocher, le grand restaurateur de la pensée cathare, de la spiritualité cathare au XXe siècle. Hein, le mec est mort en 78, qui est l'année de ma naissance, donc il y a eu clairement un passage de relais subtil, hein, que j'ai pas décidé, mais en lisant Déodat, ça m'a fait cet effet, c'est certain. À cette époque-là, en plus, j'habitais à Roufiac des Corbières, donc qui est au pied du château de Pays-Repertus, donc ça infuse. Même rencontre à cette époque-là, donc printemps 2016, avec Abellio, Raymond Abellio, qui lui fut carrément le restaurateur de la gnose, hein, vraiment de la tradition gnostique qui remonte à Pythagore, avec, je t'ai dit, des tartes, j'en revenais pas, hein, de la transmission, même post-mortem, même avec un auteur disparu, mais à travers ses livres, ça a été hallucinant, fabuleux, quoi. Donc à ce moment-là, voilà, j'ai commencé à écrire mon livre sur les Cathares, je me suis installé à Bugarache, j'ai fondé ma petite maison d'édition sous statut associatif, là, les éditions du Laurier. J'ai sorti mon livre sur les Cathares, et puis voilà, puis il a fallu me faire accepter à Bugarache, parce que ça aussi c'est un contexte, tu vois, parce que ils avaient été un peu traumatisés, dégoûtés par le délire de merde du 21 décembre 2012, là, la fin du Ah mandat de oui, ouais, Bugarache. je m'en souviens, ouais. Ouais, non, ils n'ont pas aimé du tout ici, hein. Ils ont été pris pour des Ouais, cons. je m'en doute, ouais. Je m'en doute. Ils se sont fait marcher dessus par les journalistes, ils ont vraiment pas aimé. Donc moi je suis arrivé 4 ans après avec tout mon paquet, ésotérisme, Qatar, Templiers et le château. Ils m'ont dit oui, oula, toi, t'es gentil, tu vas te calmer, on a déjà donné, hein, donc tes conneries, tu vas te les garder. Ok, d'accord.
Donc j'ai voulu monter un festival pour bah, voilà, mettre à profit mon réseau, mon carnet d'adresses, et puis, Mmh. monter un petit événement dans ce que je savais faire, et que j'aimais, enfin, tu vois, que je connaissais un peu, quoi. Ça a été chaud. Ils m'ont vu venir de loin, tu vois, et ils ont rien fait pour m'aider, mais par contre, ils ont rien fait pour me bloquer non plus, heureusement. Donc j'ai pu monter ce festoche, le festival Parage, qui existe du coup depuis 2017, à Bugarach chaque été, qui marche bien. Voilà, et du coup, ensuite, voilà, j'ai fait un autre livre, 2 ans après, donc sur l'Apocalypse et la transmutation de l'Occident, qui est un recueil d'articles, de fond, hein, de politique, de philosophie, philosophie du droit, d'histoire, de sciences, physique quantique, mise à jour de la gnose, mise à jour de l'initiation, avec un gros point de vue sur l'initiation chez Guénon et chez Abellio, et puis maintenant où c'est qu'on en est. Enfin, voilà, j'ai vraiment fait une bonne grosse mise à jour sur des sujets d'actu, de pointe, incontournables. Voilà. Et puis, je me suis engagé dans le mystère de Rennes-le-Château aussi pas mal. J'ai fréquenté des gens qui étaient investis dans ce mystère. Ça m'a coûté chaud aussi. J'ai laissé des plumes parce que c'est vérolé de magie noire à mort. C'est infesté par la franc-maçonnerie satanique et toutes ces pourritures qui font des messes noires dans les lieux saints. Toute la putasserie franc-mac, je te dis, locale, qui vérolent le pays, hein, mais dans les camps cathares, ils sont d'autant plus puissants, ces connards, parce que forcément, c'est des lieux saints, c'est des lieux de culte. Donc, c'est là que la force noire s'incruste en priorité, tu vois. Donc je me les suis frappés. Depuis la croisade albigeoise, j'ai envie de te dire, ils se sont bien implantés, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Donc moi je me suis frappé bille en tête, tu vois. Enfin, j'ai ouvert ma gueule sur ça, j'ai commencé à ramener ma gueule sur Internet. Donc forcément j'ai été ciblé, ça a été chaud. Il a fallu que je fasse la part des choses, que j'élimine des gens dans ma vie, enfin, parce que c'était tendu, tu vois. Tu peux pas fréquenter n'importe qui, dire n'importe quoi, n'importe qui. Enfin, t'es surveillé, tout et tout. Enfin, c'est vraiment, c'est un peu le Da Vinci Code, mais en moins drôle, tu vois. Donc Mm. voilà, bon, j'en suis là, ça commence à se calmer un peu tout ça. Voilà, sur les Visigoths aussi, j'ai quand même bien bossé, j'ai fait des rencontres intéressantes à Ouais, propos les des Visigoths. Visigoths. Voilà, j'ai eu accès à des bonnes pistes, des bons dossiers que je continue à défricher depuis, du coup. Mm. Et écoute, voilà, j'en suis au stade où voilà, bah, je suis en train de mettre au point mes propres stages. Je vais lancer en avril, du côté du Canigou d'ailleurs, dans un magnifique endroit, mes premiers stages pour le coup, où j'ai envie de proposer une formation, enfin une découverte plutôt à l'ésotérisme occidental, en passant par Guénon, Abellio, et en partageant un peu ce que j'ai commencé à apprendre dans ce domaine-là, tu vois. Voilà, je m'occupe du parade, je m'occupe de mes livres, et puis de mes dossiers en cours, où j'ai what mille, j'ai plusieurs dossiers, projets de livres qui sont en chantier, que j'arrive pas à terminer parce que j'ai plusieurs fers au feu, et c'est très dur de me consacrer à un seul sujet, de le mener à bout, parce que si je fais que ça, je deviens autiste pendant, je sais pas, 3 semaines, un mois ou plus. Et c'est chaud parce que bon, voilà, j'ai ma vie de tous les jours. Faut que je fasse tourner la baraque, le ménage, le bois, les courses, m'occuper de ma chienne, voir les potes quand même pour pas devenir dingue. Donc bon, voilà, ça avance doucement mais sûrement, et voilà, donc j'ai plusieurs chantiers en cours, voilà, bientôt prêt, j'espère bientôt prêt, à sortir. Voilà, très bien. Ben, comme ça, les gens, ils en savent un peu plus sur toi parce que, comme je te l'avais annoncé par message quand je t'avais proposé l'invitation, je voulais te faire venir justement pour pouvoir parler des Visigoths. Parce que, Mmh. comme je te l'ai dit en faisant ma généalogie, ben, j'ai appris que ben, je descendais des rois Visigoths. Donc, donc voilà, c'est pour ça, te faire venir pour ça, nous expliquer qui ils sont, d'où ils viennent. Parce que c'est vrai que quand on apprend l'histoire à l'école en France, ben, on ne nous en parle pas des Visigoths. Moi, j'ai pas Mais le non, on souvenir t'apprend rien. qu'on m'ait parlé des Visigoths. On m'a Non, mais parlé on des t'apprend, Gaulois, des Francs, mais tu vois, ouais, basta, ouais, quoi. et encore, ils en parlent mal. Voilà, mais on t'apprend rien à l'école. Ouais. Bah, les Visigoths, c'est un rameau des Goths, et les Goths, ça vient de loin, hein. Alors sous ce nom-là, ils viennent de Scandinavie, mais ils ne sont pas restés très longtemps en Scandinavie. Ils nous sont connus sous ce nom-là, donc Go, Ostrogoths, Visigoths, depuis que les Mm. Romains, évidemment, leur ont donné ce nom-là. Il y a une île en Scandinavie, hein, qui porte leur nom, Gotland. Euh, donc ils ont passé peut-être 2 ou 3 siècles en Scandinavie. Euh, Suite à quoi, ils ont débarqué du côté de la mer Noire, le Danube, l'Ukraine, le bassin du Dnipre, du Mm. Don, du Dniestre et du Danube. Donc Ukraine, Caucase, Bulgarie, Roumanie actuelle.
à l'époque la Thrace, la Dacie. Donc la Dacie, c'était l'Empire romain. La Roumanie actuelle, la Dacie, conquise par Trajan au IIe siècle. Et ils s'approchaient du coup des frontières de l'Empire. Et donc les Romains ont commencé à dire, tiens, c'est qui ça? On les appelait comme ça, machin. Ils ont commencé à négocier avec eux pour pas se faire submerger, parce qu'ils sentaient que les Goths voulaient un peu investir, s'intéresser à l'Empire romain. Tiens, c'est quoi votre truc là? C'est nouveau, nous on ne connaît pas, parce que les Goths viennent d'un peuple qui était très 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 longtemps nomade et qui était en voie de sédentarisation. Et ces peuples-là, qui est issus de millénaires de nomadisme, à travers l'Asie, hein, vraiment là, il faut remonter à la Mongolie, la Perse. C'est des peuples qui, en tant que des peuples indo-européens, ils débarraudent comme tous les peuples indo-européens de l'Himalaya et des hauts plateaux du Pamir. Et de siècle en siècle, ils progressent jusqu'à l'ouest. Donc ils sont passés par l'Iran, où là c'était les Mèdes, où ils ont fondé le royaume médique, qui a passé son temps à se foutre sur la gueule avec l'Empire perse, et tantôt ils étaient alliés, tantôt ils étaient opposés. Il y a eu sans arrêt des va et des viens, des flux, des reflux, des alliances, des conflits. Ensuite, ça donne les Parthes, ça donne les Sarmates, au fur et à mesure qu'ils arrivent vers l'ouest et que le temps passe et que différents témoins les fréquentent et leur donnent des noms différents selon les époques et selon les lieux, tu vois. Donc les sites, c'est eux aussi. Les Cimériens, hein, les fameux Kimri, les Cimbres. C'est aussi des Goths, avant les Goths. Et donc voilà, une fois arrivés aux portes de l'Empire romain, donc ils sont en voie de sédentarisation, mais très lente, très progressive, parce qu'ils ont voulu se sédentariser en Scandinavie, ils n'ont pas réussi, ils sont restés un siècle ou deux, ils se sont barrés. La mer Noire, le Danube, ça les emmerde aussi apparemment, ils veulent continuer à pousser plus à l'ouest. Et puis il y a toujours apparemment, tu vois, cette espèce de... Il n'y avait pas de fascination de l'Empire romain chez les barbares, contrairement à tout ce que les crétins, les historiens ont raconté depuis. Et plutôt une volonté soit d'y prendre part, soit de prendre la succession de l'Empire romain. Ce que les Goths ont fait, en bonne et due forme, à un moment, bon, mais ça c'est un peu plus tard. Mais pour l'instant, on est au IIIe siècle après Jésus-Christ, donc les années 260, et ils commencent par devenir des mercenaires pour l'Empire romain. C'est l'Empire romain, comme il commence à décliner, il y a beaucoup moins d'esprit patriotique, civique à Rome, hein, parce qu'ils sont trop gros, trop gras, les riches sont trop riches, les pauvres sont trop pauvres, donc c'est le début de la fin, tu vois. Donc pour calmer l'ego, ils ont qu'une chose à faire, c'est les acheter. Ils les achètent en leur confiant des postes de commandement, la gestion militaire d'une région, la direction militaire. Ils sont commandants militaires d'une région pour le compte de l'Empire, mais en gros, ils font un peu ce qu'ils veulent sur place. Ils collectent pas encore l'impôt, mais bon, pas loin, tu vois. Donc ils finissent par s'incruster dans l'armée romaine, ils deviennent des auxiliaires combattants de l'armée romaine indispensables. C'est des cavaliers, c'est les meilleurs cavaliers du monde, hein. La chevalerie est d'origine persane, hein, donc c'est les chevaliers Mèdes, Sarmates, Scythes, puis Goths qui apprennent la chevalerie aux Européens de l'Ouest, hein, aux Germains, aux Romains, puis aux Gaulois. Mais la chevalerie vient d'Iran, hein, c'est perse. Et donc, du coup, la cavalerie lourde gothique était la meilleure du monde, et donc les Romains en ont besoin. C'est les corps d'élite de l'armée romaine, très vite, tu vois. Les unités de cavalerie lourde goth. Donc, ils deviennent indispensables, ils se rendent indispensables, à tel point que, bon, ils finissent à peu près par faire ce qu'ils veulent. Bon, je te passe les détails, hein. En 410, le roi Alaric s'empare de Rome. Mais comme c'est un mec lettré, respectable et respectueux, puis en plus ils sont chrétiens, hein, ils ont été évangélisés depuis le IIIe siècle, évangélisés à leur sauce, parce qu'ils ont gardé les runes, ça c'est fabuleux, hein. Il y a un christianisme gothique unique, un christianisme qui n'est que gothique, avec leur propre Bible, enfin l'évangile, traduit en caractère gothique, où il y a dedans, il doit rester, je sais pas, 4 ou 5 runes. Ils ont fait un mélange entre l'alphabet grec, l'alphabet latin, l'alphabet runique. Et ils ont toute une Bible écrite en gothique qui est conservée à Ulfila en Suède. C'est exceptionnel. Donc c'est un mélange entre. Alors c'est pas les chrétiens catholiques, hein. C'est des chrétiens qui sont restés très païens. Les chrétiens ariens, disciples d'Arius. Tu vois, c'est important que tu fasses la différence parce que les gens, là aussi, dans tes travaux, tu énumères la différence entre le catholicisme romain et les chrétiens. Et les vrais chrétiens, ouais. Comme les Cathares par la suite, mais qui sont des Occitans, des Catalans, c'est-à-dire des Visigoths, tu vois. Arius, comme tous les docteurs païens de son époque. Excuse-moi, Alexandre. Excuse-moi, Alexandre. D'ailleurs, oui, tu as parlé des Catalans, mais en Catalogne, quand tu vas du côté de Barcelone et autres, les cathédrales, c'est des cathédrales gothiques. Il y a même des quartiers qui ont des noms gothiques, d'ailleurs, pour appuyer là-dessus.
Mais pour les la gens. Catalogne, c'est la Visigothie. Hein. Ouais, Catalonia, ouais. ça vient de Gotalunia. Donc, Donc, heureusement ouais. qu'il y a des, il y a des vestiges gothiques en Catalogne. Ouais. Ouais. C'est là qu'il y en a le plus d'ailleurs. Hein. Mais donc les Ariens, Arius, comme tous les docteurs païens de l'Antiquité, mais même une fois qu'ils sont devenus chrétiens, mais pour eux ça change rien, ça reste logique et ça va de soi. Jésus-Christ n'est pas et ne peut pas être l'égal de Dieu. Hein, le dogme de la Trinité que Constantin a imposé par le fer et le feu au Concile de Nicée en 325, c'est juste aberrant, c'est imbitable, ça n'a aucun sens, c'est stupide, c'est vraiment un des dogmes les plus cons qui soit. Déjà qu'un dogme en soi, c'est con par définition, mais celui-là est particulièrement stupide, tu vois. Père, Fils, Saint-Esprit identique, bah non, s'il y a trois trucs différents, c'est trois trucs différents, tu vois. Donc, évidemment, il y a des moyens de se le goupiller intellectuellement, mais sur le papier, c'est juste imbitable. Pour comprendre ça, c'est ésotérique, hein, ça ne peut pas être que religieux ni morale. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, tous les docteurs païens et chrétiens de l'époque te disent non, c'est stupide, Jésus-Christ, c'est le Fils, donc le Fils n'est pas égal au Père, c'est le Fils. En langage païen de l'époque, ça revient à dire que comment te dire, le roi du monde, Jésus-Christ à minima, Ouais. si tu veux, il est au moins roi du monde, c'est un fils de Dieu. Mais comme l'ego à cette époque-là, bah, ils ont un Dieu qu'ils connaissent bien, c'est Odin, et que dans leur tradition, bah, les rois, ils sont fils d'Odin. Hein. C'est aussi con que ça. Oui, c'est vrai, je confirme. Je confirme, en faisant la Merde. généalogie, j'ai trouvé d'ailleurs un roi viking suédois. Tu remontes, son grand-père paternel, c'est Odin. Ah non, mais voilà. C'est Mm. aussi simple que ça. Donc fils de Dieu, bah, c'est bon, ouais, tu nous apprends rien. Nous, c'est déjà le cas. Je suis déjà fils de Dieu, tu vois, ta gueule. Tu vas pas nous faire chier avec ton Dieu là-haut, fils Saint-Esprit, on s'en fout. Moi aussi, je suis fils de Dieu, tu vois. Donc ils se sont arrangés comme ça leur allait bien, tu vois. Évidemment, ça passait pas pour l'Église catholique qui, elle, voulait éliminer toutes les lignées royales, toutes les dynasties de sang divin. Hein, ils l'ont fait chez les Celtes, ils l'ont fait chez tous les barbares. Ils Mm. ont voulu éliminer tous ces gens qui étaient de filiation divine, qu'ils savaient, puis qui entendaient bien genre, faire valoir leur droit à régner, en fait. Et tu te rends compte que les Visigoths, à leur époque, mais voilà, c'est les souverains légitimes de l'Occident et les successeurs légitimes des empereurs romains. Puisque Ataulf, le successeur de Alaric, il épouse la sœur d'Honorius et la fille de Théodose, hein, qui a été le dernier grand empereur. Donc le mec, par filiation légitime, il devient le successeur de l'empereur. C'est l'empereur romain en titre, c'était Ataulf. Hein, donc il a été assassiné. Je pense qu'il a été par des hommes de main de Rome. On ne sait même pas qui c'est qui l'a buté. Tu vois, il a été tué à Barcelone. Hein, c'est comme par hasard en 414. Donc tout ça pue l'intrigue romaine, hein, comme dague, hein, pharisienne, pour empêcher que les Visigoths reprennent en bonne et due forme le titre impérial et la fonction impériale. Donc, du coup, ils se cassent, ils essayent de s'installer en Afrique, ça marche pas, ils reviennent sur leurs pas, ils s'installent ici. Enfin, ici, ils font le royaume de Toulouse, qui s'étend vite Tolosa, ouais. au sud des Pyrénées, donc dans les années 415-420, et ils fondent le premier grand royaume après l'Empire romain. Le premier grand royaume d'Occident, c'est le royaume gothique Mm. de Toulouse et de Tolède, auquel mettra fin dans un premier temps Clovis à la bataille de Vouillé, voilà, avec le soutien de l'Église romaine. Et au royaume qui sera finalement dépecé 2 siècles plus tard, en 711, par l'invasion arabo-musulmane, voilà, qui sera arrêtée par les Visigoths, le comte de Toulouse, en 721, je crois, puis par Charles Martel à Poitiers en 732. Charles Martel, ouais. Et les Visigoths, ils conservent voilà, Septimanie, Narbonne, Nord-Pyrénées, enfin le Roussillon, et la Catalogne, qui restera leur réduit, hein, leur ultime poche de résistance, c'est la Catalogne et le Roussillon. Tu vois. Voilà en gros les Visigoths. D'accord. Et oui, les Visigoths aussi, c'était, je sais que c'était aussi des grands cavaliers en archer monté aussi. En tout cas, Ils étaient bons là-dedans aussi. mais ils avaient la meilleure. Oui, oui, mais c'est aussi les archers à cheval, c'était les Scythes, les Mm. Sarmates, c'était leur grande spécialité. Les Romains connaissaient pas ça, donc les Grecs non plus, tu vois. Et ça fait partie des deux grands marqueurs culturels qui permettent d'identifier les Celtes et les Scythes. Enfin, les Celtes et les Scythes, Sarmates, Mèdes, Goths. Ces deux marqueurs qui sont déjà la maîtrise du cheval, donc la cavalerie, la chevalerie, et de deux, la métallurgie. Une maîtrise du métal Oui. et de l'orfèvrerie incomparable, unique.
et que les Grecs et les Romains étaient incapables de refaire. Voilà. Et donc ça, ce sont deux marqueurs culturels, techniques, qui appartiennent aux Celtes, même une fois sédentarisés. Et en Europe centrale et orientale, bah, tous ces grands peuples nomades, Mèdes, Scythes, Sarmates, Thraces, Parthes, et ainsi de suite. Et c'est là, Sarmate, ben d'ailleurs, c'est là. d'ailleurs, Et c'est là, ouais, donc pardon, puisqu'on parle encore oui, de vas-y. voilà, des archers à cheval, c'est la cavalerie lourde visigothique, hein, qui a remporté la décision lors de la fameuse bataille des Champs cataloniques contre le Huns d'Attila en Oui, 451, Attila, ouais. où le roi Théodoric a trouvé la mort, mais c'est les Visigoths qui ont fait le boulot, hein. C'est les Visigoths qui ont sauvé l'Europe Mm. des Huns, c'est pas les Francs, c'est pas les Romains, c'est pas l'Église, c'est personne, c'est les Visigoths. Et grâce à leur cavalerie Ouais. lourde. Ben, d'ailleurs, c'était bien l'empereur non, c'était pas un empereur, c'était un général qui avait demandé justement pendant la bataille aux Visigoths, après la mort du roi, de rentrer d'où ils étaient, tu vois. Parce qu'il avait peur Ouais. qu'ils deviennent justement derrière Oui, les grands gagnants de cette victoire sur Attila. oui, enfin qu'ils en tirent un profit politique Oui, mm. plus que militaire. En effet, ouais, c'est Essius, le général romain Oui, c'est Essius, ça, qui ouais. lui a dit ouais, c'est bon, merci. Par contre, il faut vite que tu rentres à Toulouse parce qu'il paraît qu'il y a un complot Mm. là-bas et que vous êtes menacés. Mm. Voilà, Ouais. il leur a fait une manip à la con, enfin une manip de fils de pute romain comme d'habitude. Et les Visigoths, grands naïfs, tu sais, parce que c'était des gens très très purs, très très crédules, très naïfs. Les Gauls, tous les gens des steppes, les nomades, c'est vraiment des gens très très simples, très frais, très purs, très naïfs, tu vois. Il dit ah bon merde, il y a un complot à Toulouse, vite on rentre et tout et tout. Ils sont rentrés, il y avait rien, et pendant ce temps-là, bon bah c'est les Francs les Francs et les Romains qui ont récupéré les bénéfices politiques de la victoire contre les Huns. Enfin, bon voilà, il y a vraiment toute une histoire comme ça du cynisme et de la perfidie franco-romaine contre la naïveté et la pureté d'esprit des Visigoths. Mm. Et tu vois, ben, on a parlé de Sarmat. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a bien nommé son gros missile. Il l'a nommé au nom de ce peuple, les Sarmates, Ouais, ouais, d'ailleurs. ouais. Ah mais ils savent d'où ils viennent, hein, t'inquiète, hein. Oui, parce que ben, d'ailleurs, les Scythes, quand ils se faisaient enterrer, ils se faisaient enterrer avec leurs chevaux. Je le Ouais. sais, ça. Et d'ailleurs, quand ils ont retrouvé des ossements, les mecs faisaient pas, tu vois, la taille de l'homme moyen, tu vois, dans les 1,80 m. Ils étaient plus grands que ça. Ils ont Ah oui, trouvé oui, des oui. gabarits, les mecs. Ouais, bah ça c'est l'Arien de la steppe, quoi. L'Arien de la steppe, il est grand, il a le poil clair et l'œil clair aussi. Alors que l'Arien des montagnes, tel que moi, il est plutôt râblé, avec le poil brun et la pommade, parce qu'en montagne, Pareil, ouais. forcément, il est plus proche du soleil, donc ça tape dur. Alors, la peau blanche, ça sert à rien, tu vois, ça fait vite mal. Et la grande de taille, c'est fatigant aussi parce que tu as beaucoup plus de Mm. carcasses à soulever ou à soulever pour monter et descendre les dénivelés. Et quand il faut se baisser aussi, c'est beaucoup plus pénible. Alors que dans la plaine et le littoral, tu peux être grand, tu peux être grand pour voir loin, tu vois, parce que vu que c'est plat, la steppe, c'est plus utile d'être grand, tu vois. Enfin bon, bref, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais il y a des critères comme ça, effectivement, d'adéquation entre la physiologie physique, génétique, biologique et l'environnement physique immédiat. Et bon, voilà quoi. Ben, moi, je peux te le confirmer parce que pendant la Première Guerre mondiale, si tu veux, ben, j'ai mes trois mes arrière grands-parents, si tu veux, ben, c'était des petits gabarits et ils venaient tous de la même région, donc la région occitane, hein, ils parlaient l'occitan, tout ça. Ils étaient tous, avec tous les camarades d'où ils venaient, c'était tous des petits gabarits et ils les mettaient tous dans les chasseurs alpins. Oui, bah Donc oui, pour te voilà, ouais. dire, tous les mecs d'origine occitane, ils les foutaient tous dans ces trucs-là, tu vois. Bah, Justement parce que parce qu'ils étaient en montagne, petits gabarits, et bah, voilà, ouais. donc, Les voilà, montagnards. quoi. C'est ça. Et oui, donc tu as parlé donc des Cathares qui sont les héritiers du coup de la tradition des Visigoths. J'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus parce que l'Église catholique romaine en a fait des hérétiques en les brûlant pendant la croisade albigeoise. Donc j'aimerais que tu nous en dises plus là-dessus. Il n'y a pas de tradition visigothique à proprement parler, mais il y a un héritage culturel, enfin, qui contient beaucoup de Mm. choses. La tradition bénédictine, déjà, c'est eux. Et c'est déjà considérable, puisque le Benoît de Nursie, le fondateur des Bénédictins, hein, au VIe siècle, le mont Cassin, le Monte Cassino en Italie, c'était un Goth, hein, c'était un Ostrogoth. Et toute
l'efflorescence, la floraison, l'explosion même grandiose de la spiritualité bénédictine dans l'Europe médiévale, c'est les Goths, c'est les Visigoths. Enfin, c'est ici que ça se passe. Hein. C'est Benoît d'Aniane, c'est Guillaume de Gélone. Alors là, c'est un de mes ancêtres, hein, Guillaume des Jaunes. chaud patate. J'en descends. Donc la tradition bénédictine, elle est d'abord et avant tout visigothique. Ouais. L'abbé Oliba de Saint-Michel de Coucha, hein, qui est le mec qui a posé la trêve de Dieu. Les bénédictins, c'est les Goths, c'est les Visigoths qui ont fait la tradition bénédictine. Et la tradition bénédictine, on a une époque où, déjà c'est les seuls qui maîtrisent l'écriture. Donc ils recyclent tout ce qu'ils peuvent de l'Antiquité païenne. Et ils sont proches des Juifs, des communautés hébraïques qui sont très nombreuses ici depuis très très longtemps. Hein, depuis l'Égypte ancienne, il y a des Juifs et des Hébreux installés ici. Et où les bénédictins, du coup, sont potes avec les kabbalistes, avec les docteurs hébreux kabbalistes. Il y a des communautés à Lunel, à Alette-les-Bains, à Gironne, dans beaucoup d'endroits. Donc ils ont brassé aussi la Kabbale, les bénédictins. Ils ont brassé aussi de l'alchimie, puisqu'ils étaient au contact forcément des docteurs et des initiés musulmans, puisque les royaumes arabes, de Cordoue, de Séville, de Grenade, qui ont été pendant un bref moment le top de l'élite intellectuelle, spirituelle de l'Occident, ça a été les écoles initiatiques musulmanes. Du côté de l'Espagne visigothique. Donc les bénédictins étaient forcément du coup proches de ces gens-là aussi. Donc ils ont recyclé à travers eux l'alchimie, hein, qui est un nom d'origine arabe, hein, alchimia. Donc l'hermétisme antique, qui est passé du coup par le docteur arabe et aux Européens, en passant par les bénédictins, donc qui étaient des Goths, qui étaient des Visigoths. Donc la culture visigothique inclut ça, donc la tradition bénédictine. Donc en soi c'est considérable. Hein. Et il faut y ajouter évidemment le substrat intellectuel, moral, celte, druidique, qui avait disparu en tant que tel, mais qui a survécu par filiation individuelle spontanée au sein du peuple, hein, où les gens d'instinct et de mémoire savaient pour les plantes, savaient pour les pierres, savaient pour les sources, savaient pour les divinités du ciel, et ainsi de suite, et les forces qui circulent entre le ciel et la terre. Cette connexion très forte, hein, tertielle, qu'il y a chez les Celtes, hein, qui distingue vraiment les Celtes des peuples, on va dire, un peu moins branchés en termes de spiritualité, comme les anglo-saxons ou tous ces gros porcs, tu vois, qui ont envie de dégénérer dans le matérialisme le plus grossier, enfin, bref. Mais et du coup, on arrive avec le catharisme à une espèce de synthèse improbable de tout ça. D'ésotérisme hébraïque, d'ésotérisme chrétien, d'ésotérisme celtique, païen, d'ésotérisme nordique, parce qu'ils avaient gardé les runes et ainsi de suite. Et tout ça sous couvert de tradition chrétienne, hein, parce qu'effectivement, ils lisaient l'évangile de Jean. Ils ont été les premiers à traduire, les premiers du monde, hein, à traduire l'évangile en langue vernaculaire, en occitan. La première Bible non latine, enfin le premier évangile non latin, ça a été un évangile occitan. Donc ça, c'est les Visigoths qui l'ont fait. Enfin, les Visigoths d'ici, on les appelait plus Visigoths, c'était des Occitans, mais c'est le même peuple, hein, parce que les Visigoths étaient comme pas très nombreux, hein, quand ils sont arrivés, ils devaient être quelques dizaines de milliers, alors que sur place, tu avais déjà des centaines de milliers, voire plus de Gaulois, donc de Celtes. Hein, donc l'apport démographique des Visigoths est quand même resté très faible. Donc le catharisme s'est présenté avant tout sous une forme chrétienne, parce que les Celtes ont été d'emblée très réceptifs au message chrétien. Il y a d'autres raisons, des raisons à ça qui viennent du druidisme, en fait, hein, où les druides étaient au courant de la naissance de Jésus-Christ, ils étaient au courant que le Messie allait venir, en fait, hein, et que ce mec-là allait avoir un rôle de faire changer la civilisation et nous faire passer de l'ère du bélier à l'ère des poissons à l'époque. Donc les druides étaient au courant, ils l'ont expliqué aux Gaulois, c'est pour ça que bon, ils ont plus ou moins laissé faire les Romains, et ça n'a pas été trop difficile, tu vois. Donc du coup, le substrat celtique fait que 10 siècles plus tard, quand les Cathares commencent à s'énerver, tu vois, ça se fait sous couvert d'évangile, l'évangile de Jean, parce que voilà, ça passe bien chez les Celtes. Et avec l'héritage des Visigoths, par contre, ouais, alors là, la Kabbale, l'architecture et la géométrie sacrée. Enfin, tu prends le plan des châteaux là-bas, t'hallucines.
Montségur, qui est calibré sur la constellation du Bouvier, enfin, le plan au sol de Montségur qui dessine la constellation du Bouvier. Comment ils font? Comment ils ont fait? C'est hallucinant. Qui est aligné sur Bulgarache, qui est aligné sur Périos, j'ai fait des triangulations sur la carte avec des résultats de malade. Ils ne pouvaient pas le savoir autrement qu'en étant téléguidés depuis les étoiles, hein. C'est pas possible autrement. Donc voilà, c'est vraiment de très 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 haut niveau. L'ésotérisme Qatar, voilà, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui était une synthèse définitive de tout l'ésotérisme occidental jusqu'à cette époque. Et c'est ça que l'Église catholique romaine a voulu éradiquer, hein, parce que ça les dépassait. Et forcément, les Cathares, au plan spirituel, et les comtes de Toulouse et les comtes de Barcelone étaient en train de prendre le pouvoir au plan temporel, politique. Hein, le royaume de France, il a émergé grâce à la conquête de l'Occitanie, à une époque où le comte de Toulouse était en train de mettre sur place un État occitan, donc de l'Atlantique jusqu'à Narbonne et Nice, hein, autonome, et où le roi d'Aragon était en train de mettre en place un État catalan, donc toute l'Espagne, plus le nord des Pyrénées, puisqu'il voulait aussi se faire le comte de Toulouse, tu vois. Donc il y avait Toulouse, Barcelone, les Catalans aragonais et les Toulousains occitans, plus ou moins en rivalité, pour la constitution d'un grand royaume méditerranéen. Et le roi de France est arrivé à ce moment-là pour dire non, non, en fait, ce sera plutôt le royaume de France qu'on va faire à la place, hein, vous allez voir, ça va être mieux. Et il a pris l'Occitanie, il l'a incorporé à la France. Donc ça a vraiment été un moment clé, un moment charnière de l'histoire de l'Europe et de l'Occident tout entier, hein, pas qu'au niveau politique, mais au niveau spirituel aussi, qui s'est joué là, et où du coup les Catalans ont perdu la partie, hein, les Occitans ont été massacrés, refoulés, et la France est devenue ce qu'elle a été. Bon, il y a un sens à tout ça, hein, ça sert à rien de le déplorer ou de le regretter, c'est stupide, mais il y a un sens supérieur Oui, à tout ça. Mais on est quand même, bien sûr. on est quand même passé à deux doigts d'une Europe à domination, non plus française, mais catalane, occitane. Oui, mais pour rebondir, il a fait la même chose en premier lieu avec le duché de Normandie. Il est allé l'annexer. Le duché de Bretagne, ça a été la même chose. Plus C'est récemment, ça. ça a été le comté de Savoie, Ouais, ouais. où ils ont annexé. C'est ça, en fait, le royaume de France. Ça a tout le temps été comme ça, quoi. Bah, voilà, hein, c'est pas pour rien, hein. Tu regardes la politique territoriale, militaire de Louis XIV, tu comprends, enfin, tu vois aussi quoi, qui a été poursuivi sous la Révolution, le fameux mythe du précaré français et des frontières naturelles de l'Hexagone, dont tu trouves l'origine chez Strabon, hein, au 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, où le mec te dit, il visite la Gaule, hein, et il te dit putain, mais c'est pas possible, c'est tellement régulier, intelligent, harmonieux, équilibré ce pays, que nul doute que la Providence l'a ordonné afin de favoriser la vie des gens. Enfin, il y a un côté déjà messianique, hein, dans le territoire hexagonal, qui te laisse entendre que ouais, il y a un destin, il y a une prédestination même de la France, hein, de la Gaule, puis de la France, qui a 2000 ans, 2500 ans d'histoire, qui n'est pas fini, et qui est clairement voulu par le ciel. Enfin, c'est pas possible autrement, parce que pour le coup, l'aventure territoriale et la formation territoriale de la France actuelle, moderne, est juste invraisemblable. C'est plus qu'un roman, de science-fiction ou une histoire, un rebondissement, un suspense. Ça n'a aucun sens si ce n'est d'avoir été voulu à l'avance. C'est invraisemblable. La France a été voulue Et par Dieu. Moi, je suis cathare, catalan, occitan, ce que tu veux, mais je suis français aussi, et la France a été voulue par le ciel, hein, ça c'est clair et net. Ouais. tu vois, d'ailleurs, l'Église catholique romaine dit bien au sujet de la France que c'est sa fille aînée, hein. Oui, parce que ça les arrangeait, mais parce que ils ont voulu piloter le bordel. Non, mais je toujours pareil, c'est un ramassis de parasites, hein, l'Église romaine, ça sert à rien. Ils ont fini leur rôle depuis longtemps. Ils ont failli depuis longtemps à leur tâche, qui était d'amener les Européens à un état de maturité adulte, ce qu'ils ont jamais voulu faire, parce qu'un adulte, tu le contrôles pas, hein, tu peux contrôler que des gosses. Mm. Donc ils ont tout fait pour maintenir les peuples chrétiens dans un état de sujétion, d'infantilisme stupide. Donc l'Église de Rome, moi je chie dessus, elle sert à rien, elle peut crever si tu veux. On en a plus besoin, c'est de la merde. Donc la fille aînée de Bien sûr. l'Église, non, c'est que le roi de France était, oui, le bras armé de Jésus-Christ, ça oui. Mais Jésus-Christ, pas en tant que sauveur des âmes, parce que le roi de France a toujours été qu'un gros fils de pute, sans foi ni loi, enfin, à part Saint-Louis à la rigueur, et encore, mais sans foi ni loi, sans scrupules, cynique, perfide, cruel, vraiment une grosse pute romaine. Mais cependant, pour préparer les voies de Dieu sur terre, hein, qu'on le veuille ou pas.
le royaume de France a préparé les voies de Dieu sur terre, puisqu'il a préparé le terrain à la République française, qui, elle, a brandi non plus l'évangile, mais les droits de l'homme. Et les droits de l'homme, tu m'excuseras, ça découle en ligne droite de l'évangile. Liberté, égalité, fraternité, c'est l'évangile traduit en termes politiques, ni plus ni moins. Donc Napoléon l'a répandu à travers toute l'Europe, enfin Napoléon et les armées, parce que c'est le peuple qui s'est battu et qui a signé du Portugal jusqu'à la Russie. C'est le peuple européen tout entier qui s'est battu pour l'Empire, mais parce qu'il croyait que Napoléon se battait pour le message républicain et pour abolir la féodalité et pour abolir les privilèges aberrants de la noblesse et du clergé, ce que Napoléon a fait jusqu'à un certain point. Et c'est pourquoi il a eu raison, et c'est pourquoi les peuples d'Europe ont eu raison de se battre et de mourir pour lui, puisque grâce à eux, toute l'Europe a été évangélisée au message républicain qui est chrétien. Qu'on le veuille ou pas, la laïcité, on s'en branle. Moi, je suis laïque aussi, mais faut quand même pas être sorti de Saint-Cyr. Faut surtout pas d'ailleurs être sorti de Saint-Cyr pour capter que le message, l'esprit républicain, mais Déodat Rocher l'avait bien compris, Jean Jaurès l'avait bien compris aussi, il découle directement du message évangélique. Donc la mission de la France, elle a été là. Propager le message évangélique, y compris par le fer et par le feu, mais bon, il fallait d'abord empêcher les gens de croire il fallait les forcer à renoncer au culte païen. Donc, comme ils ne voulaient pas, il a fallu les tuer. Il n'y a plus rien, c'est con, mais c'est comme ça, pour qu'ils passent au message chrétien. Et ainsi de suite. Les Espagnols l'ont fait en Amérique du Sud. Enfin, ça c'est voilà, on l'a fait partout. On l'a fait partout. Ça a été la mission de l'homme blanc, la mission des Européens. Ça a été ça. Pour le meilleur et pour le pire. Mais le meilleur, c'est que maintenant, on a des Russes, des Iraniens, des Chinois qui te disent ouais, non, en fait, non, maintenant, les relations internationales, ça va se passer d'égal à égal. Le rapport d'égal à égal, excuse-moi, c'est le message républicain. C'est le message chrétien, ni plus ni moins. Bon, voilà, on en est là. Donc, mais tu vois, déjà, le général de Gaulle, il avait tenu un discours en disant que l'Europe, c'était de Brest à Vladivostok. Tu vois, il englobait la Russie dedans, qui n'est pas le cas des gouvernements actuels occidentaux, quoi. Non, mais parce qu'ils sont stupides, faux cul de mauvaise foi et qu'ils sont soumis à la racaille anglo-saxonne qui a qu'un but dans la vie, c'est de détruire l'Europe occidentale. Parce qu'ils veulent baiser la Russie. Ils savent bien que c'est l'alliance de l'Europe de l'Ouest et de la Russie qui va sauver le monde, en fait. Qui va sauver le monde, parce qu'une fois que l'unité eurasiatique sera constituée, genre les Américains, ils vont pouvoir continuer, ils vont pouvoir retourner à leur ranch, élever du bétail, et puis s'enculer entre eux, et puis redevenir les tarés dégénérés qu'ils étaient quand les pèlerins protestants sont arrivés là-bas, si tu veux. Enfin, les espèces de fanatiques illuminés avec leur terre promise, où ils ont génocidé les Indiens, tout ça pour faire du commerce comme des gros porcs, et inonder le monde avec leur infraculture de dégénérés. Excuse-moi, non, c'est fini, on n'en a pas besoin de ça. On en a juste plus putain de pas besoin, quoi. Alors que l'unité de l'Europe de l'Ouest et de la Russie, là, ouais, ça va chier. Ouais. Là, ça va chier. Enfin, ça va chier, non. C'est-à-dire qu'on va enfin pouvoir faire émerger une culture digne de ce nom. Une culture orientée vers la qualité et pas vers la quantité. Voilà, là, je te fais du guénon. Une culture orientée sur la valorisation de l'espace naturel et non pas l'exploitation de l'espace naturel. Une égalité homme-femme, enfin, vécue, appliquée. À la russe, c'est pas comme chez nous. Enfin, c'est tout, voilà, quelque chose d'un peu plus intelligent, quelque chose d'européen. Quelque chose d'européen au sens noble, et pas au sens américain, au sens que les Américains, c'est des Européens dégénérés et qui veulent imposer aux Européens leur propre dégénérescence. Ça marchera pas. Les Européens ont autre chose à foutre que de subir la vérole et la stupidité anglo-saxonne dégénérée, et à commencer par nous allier avec les Russes, où là, ça va nous aider à nous élever un peu vers le haut, tu vois. Bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, tu as parlé des femmes, leur place au sein de la société. J'aimerais que tu nous parles justement de leur rôle à l'époque des Visigoths et des Celtes. Elles avaient un rôle qui change bien de ce que l'Église catholique romaine a vendu pendant des siècles avec le patriarcat. Donc j'aimerais que tu nous expliques le rôle qu'elles avaient. Elles avaient un rôle tout court, en fait. C'est-à-dire que là où chez les Grecs et chez les Romains, c'était une boniche, enfin c'était une esclave. Elle était reléguée, cantonnée à son gynécée. Enfin, c'était la babonne au foyer. Poule pondeuse, qui est là pour s'occuper du repos du guerrier, faire à bouffer, se parfumer, se faire belle, et puis fermer sa gueule. Une potiche, une greluche. Les Grecs et les Romains étaient ulcérés, et ils hallucinaient de voir que chez les Celtes, la femme était à égal de l'homme, en fait. Qu'elle pouvait divorcer quand elle voulait, qu'elle récupérait ses biens quand le mariage était cassé,
qu'elle se battait contre les hommes et qu'elle se battait aussi sur le champ de bataille avec les hommes. Il y a des descriptions hallucinantes, hein, et hallucinées d'ailleurs chez les auteurs romains qui disent, mais où ils voient les femmes, enfin chez les Celtes et chez les Germains aussi, où Les Vikings aussi. quand les hommes ont le dessous et qui sont en train de perdre le combat, les femmes sortent du village comme des furies, se foutent à poil, se mettent à hurler comme des folles et se jettent en première ligne, déjà en défonçant la gueule de leurs hommes parce que voilà, ils ont perdu, c'est la honte, ils peuvent crever. Et ensuite, après, elles vont se battre contre l'ennemi parce que c'est tout, voilà, c'est comme ça, c'est des femmes, c'est des vrais, tu vois. Et ça, chez les Celtes, chez les Grecs et les Romains, c'était inconcevable, ils comprenaient pas, hein. Ils n'ont pas compris. Donc c'est tout. Enfin, l'égalité homme-femme, elle vient de là. Enfin, nous sommes des Celtes, nous sommes des Gaulois, nous ne sommes pas des Grecs et des Latins dégénérés, nous sommes des Gaulois. Et l'égalité homme-femme, elle est naturelle chez nous, elle est génétique, elle est biologique, elle a toujours existé en fait. Le délire patriarcal et misogyne gréco-romain, hébraïque, hein, qui vient du désert, c'est pas de chez nous, ça, on n'en veut pas de ça. Tu vois, c'est une importation de merde, c'est pas à nous, Et, c'est tout. ben, tu vois, je disais aussi les Vikings, puisqu'il y avait les Valkyries qui combattaient avec les hommes, c'est comme ça qu'on les appelait. Il y avait aussi, on a parlé des samouraïs au début. Je sais que les femmes des samouraïs elles savaient manier le sabre, le katana. Elles savaient se battre, puisqu'ils ont trouvé des sépultures justement où les femmes étaient enterrées avec leur mari et elles avaient été tuées en combattant. Donc, tu vois, les Romains et les Grecs étaient un peu seuls au monde dans leur idéologie, quoi. Non, chez les Hébreux, c'est pas drôle non plus d'être une femme, hein. Eux aussi, c'était. Chez les Hébreux, c'était pas drôle. Et puis par contre, la Perse, le Moyen-Orient, la Mésopotamie, je sais pas. Je sais pas, je pense pas parce que c'est chez eux qu'il y avait les fameuses les hiérophantes, les prostituées sacrées dans les temples d'Inanna, avec des femmes qui étaient à la fois prêtresses et enfin prêtresses, avec mais les prêtresses. enfin au sens fort. Hein, pas comme chez les Grecs et les Romains pour faire joli et pour se faire sauter après Ouais. la cérémonie, mais Mm. au contraire pour s'occuper des hommes, enfin sur un plan sexuel, mais sur un mode techniquement, on a vu qui était très proche du tantra, où la sexualité était incluse dans les rites initiatiques et où c'était les femmes qui géraient, hein, c'était les femmes qui commandaient, qui pilotaient ces rituels-là, qui n'étaient pas seulement religieux, qui étaient initiatiques et où la sexualité tenait une place clé. Et ça, c'était tous les rituels donc, de Inanna Ishtar, hein, qui elle-même couchait avec un roi humain de temps en temps pour reféconder et donner naissance à une lignée un peu péchue, tu vois, comme Sargon, hein, le premier roi d'Akkad, qui a couché avec Inanna. Et donc, il y avait voilà, les prostituées sacrées, c'était des saintes. Des saintes. Pas au sens catholique de merde où faut pas toucher au corps, non, c'est mal. Mais des saintes au La sens Vierge Marie, des saints, non mais déjà vierge, ça vient de Virgo, wir, viril. C'est le même mot que wir, qui a donné wirtu, la vertu, la virilité. C'est la même racine que vierge. Virgo, ça veut dire viril en fait, et vertueux. Donc une vierge, c'est sauf une que femme, nous détournés, quoi, comme toujours, quoi. sauf que donc une vierge, ouais, c'est une femme virile, vertueuse. Et la vertu, c'est aussi celle du corps, hein. C'est pas que la vertu de l'esprit et de l'âme. Et la vertu du corps, c'est que tu sais te servir de ton corps et faire honneur à ton corps et pas le châtrer, pas le renier, pas le brimer, mais le faire vivre et l'honorer dans toutes ses capacités, tu vois. Et en plus de ça, la sainteté, ça veut dire, c'est l'intégrité en fait. Saint, ça veut dire entier. Hein, ils te le disent pas, ces connards de curés de merde aussi, hein, mais saint, S-A-I-N-T, Non, bah déjà, non, ils disent plutôt l'inverse. déjà, saint, S-A-I-N-T, ça veut dire saint, S-A-I-N, et ça veut dire entier, ça veut dire intègre, c'est un synonyme de intègre. Donc si tu es intègre, excuse-moi, ouais, tu fais honneur à ton corps et tu accomplis toutes les fonctions corporelles, voilà, à commencer par la fonction sexuelle. Donc les premières vraies saintes, en tant que vraies prêtresses, c'était aussi des Marie-Madeleine averties, c'est-à-dire des femmes, des femmes expertes, comme on dit, des maîtresses femmes, enfin voilà, des femmes qui connaissent et qui maîtrisent leur corps. D'accord, intéressant. Mais oui, donc tu as cité donc une déesse et autres, Mais voilà, et mais j'aimerais qu'on revienne. d'où Oui, l'héritage du pardon. coup, ouais, pardon, d'où l'héritage du coup de Marie-Madeleine, où tu as cette espèce de confusion Oui, délirante où le New Age s'est jeté dessus sans rien y comprendre, mais Marie-Madeleine, c'est ça, hein. C'est les prêtresses d'Inanna Ishtar, parce que voilà, Marie-Madeleine ouais, je voulais le dire. descend des empereurs perses, hein.
c'est les familles impériales perses qui est derrière Madeleine. Donc tous ces cultes-là, ils étaient connus en Palestine à cette époque-là, même si les Juifs ne voulaient pas en entendre parler. Pour autant, Madeleine, elle, c'est de là qu'elle venait. Donc les Juifs n'ont pas voulu en entendre parler, ils l'ont éliminé, comme ils ont éliminé Jésus-Christ. Enfin, bon, tu connais l'histoire, hein, puisque Jésus-Christ, soi-disant, était juif. Moi, je pense pas qu'il était juif, et Marie-Madeleine n'était pas juive non plus, hein, puisqu'elle était perse. Donc c'était deux Ariens, hein. On a vu Jésus-Christ c'était celte et Marie-Madeleine perse, donc c'était des Ariens, c'était pas des Sémites. Donc il y a une grosse manip là derrière, mais bon, ça c'est un de mes dossiers à l'heure actuelle. Voilà, je peux pas trop encore en parler très clairement. Mais ce que je sais, c'est que voilà, Marie-Madeleine, c'était l'héritage des prêtresses d'Inanna Ishtar, où voilà, ton corps, il faut s'en servir en fait, y compris à des fins initiatiques. La sexualité aussi. Donc Marie-Madeleine, c'est ça. Marie-Madeleine, dans toute la représentation qu'on en a, les cheveux roux, la chevelure rousse, enfin c'est Vénus, quoi. La peau très blanche, c'est Vénus. Et Vénus, c'était pas que les orgies de ces dégénérés de Romains. Avant les orgies, il y avait encore une fois les rituels de sexualité sacrée, tout simplement. Et voilà, ouais, je voulais y revenir. Là, on a parlé, on a cité des noms de déesses et des dieux. On a parlé aussi au début d'Anton Parks. Et lui, dans ses bouquins, il cite souvent que Horus, ça serait par exemple Odin, puisque c'est vrai, Mmh. il y a une similitude. C'est que Horus, il était borgne et Odin, pareil. Mmh. Donc, j'aimerais que tu nous parles de ces divinités-là qui ont traversé le fil des âges, quoi. Bah, Antoine a raison, enfin, c'est toujours le même mec derrière, tous les noms différents qu'il a portés à travers les époques et les lieux différents. Enfin, c'est comme les Goths qui s'appelaient les Mèdes, qui se sont appelés les Sarmates, qui s'appelaient les Scythes, qui s'appelaient les Parthes, Mm. selon les époques et les pays. C'est pareil avec Dieu. Dieu, pas le principe éternel, mais Dieu en tant Voilà, que ouais. Dieu Ouais. incarné parmi nous, là. Mm. C'est-à-dire Anki, le sumérien Anki, l'Égyptien Osiris-Horus. Donc, Osiris, assassiné par son frère Seth, mais ressuscité et réincarné en Horus par la suite. Donc Odin, Wotan, en effet. Quetzalcoatl chez les Mayas et les Aztèques. Alors, Apollon, Jupiter. Enfin, Zeus, Apollon, hein, parce qu'il y a les panthéons grecs et romains sont quand même pléthoriques. Et même chez les Celtes et les Germains, je pense que c'est le cas. Il y a plusieurs, au moins deux, trois dieux différents, mais qui en fait sont le même. Hein, mais qui sont représentés sous l'espèce d'un seul attribut, comme par exemple la médecine, comme par exemple l'agriculture, comme par exemple la Mm. guerre, comme par exemple les arts et les techniques, alors que en général, tu n'en as qu'un seul ou deux derrière tous les attributs. Hein, en général, pour prendre les termes égyptiens, tu as, Osiris Horus pour tout ce qui sera civilisation pure, mais aussi la guerre et le combat, et Thoth Hermès pour tout ce qui sera vraiment médical et initiatique. Donc chez les Gaulois, Thoth Hermès, enfin Thoth égyptien, Hermès grec. Chez les Gaulois, ce sera Lug, le dieu polytechnicien. Et Ogmios aussi, celui qui connectait ses auditeurs par l'ouïe, par la parole et par l'audition. Ça, à mon avis, c'est Hermès. Et alors que Teutates, c'est vraiment la souveraineté guerrière. Bélénos, Bélène, c'est le soleil, c'est le dieu solaire, donc c'est Apollon, Jupiter, Zeus. Donc le taulier, si tu veux, qui emprunte aussi des attributs non plus à Anki, mais à Anu, qui lui est le patriarche grand ancêtre des dieux, mais qui était peu ou pas présent sur Terre. Donc il y a très peu d'attributs parmi les dieux qui étaient présents sur Terre, mais bon, parmi ces attributs, tu les trouves chez Zeus, le grec, et Jupiter, le romain, c'est-à-dire la souveraineté absolue. Mais c'est celui qui fait même peur à Anki. Voilà, c'est vraiment le Jéhovah, tu vois, le dieu vraiment tellement con, bête et méchant que si ça lui prend, il rase tout, il recommence juste après, il s'en branle. Il peut le Mm. faire tellement il est fort. Bon voilà, donc tous ces attributs se sont retrouvés dispersés selon les époques et les lieux chez des personnages existants ou pas, mais qui reprenaient tout ou partie des attributs des 3, 4 principaux dieux. On va dire qu'ils étaient 6, hein, je pense, dans tous les panthéons du monde. On peut les réduire à 6. Je pense qu'il y en avait un peu plus, parce qu'en plus, ils avaient des enfants, c'était un peu le bordel, tu vois. Et au niveau des principaux, je pense on peut les réduire à 6, 3 hommes, 3 femmes.
Hein, donc, pour reprendre les termes égyptiens, Osiris Horus, Thoth et Seth, qui a donné Satan. Et du côté des femmes, Isis, Nephthys et celle qui était Lilith chez les Sumériens. Donc je pense que voilà, il y aurait peut-être, s'il fallait faire une typographie, tu vois, ou une typologie, il serait intéressant d'arriver à ce scénaire, à une catégorisation de 6 individus divins, 3 hommes, 3 femmes, enfin 3 dieux, 3 déesses. Je pense que ça serait intéressant. Voilà. Moi, pour le coup, il y a une exégèse à faire des bouquins d'Andon Parks qui permettrait d'arriver à ça et qui serait assez intéressante. Ouais. Oui, et tu vois, bon, on a parlé donc, du coup, de la descendance de Odin, donc de Enki. Et moi, j'avais cette question, les descendants de Enlil, ça serait pas justement tous les adversaires qu'ont dû affronter les Vikings, les Visigoths et autres, donc les Romains, les Francs, tout ça, tu penses pas que ça serait eux? Oui, mais non. Pas les Romains, pas les Francs, mais des lignées parmi les Romains, des lignées parmi les Francs, des lignées parmi les Juifs, des lignées parmi l'Église romaine. Hmm. Ça commence avec les Ouais. Hyksos, les fameux Hyksos. Ouais, voilà, en Égypte. Bah voilà, qui Hmm. se signalent dès le début, dès l'origine, dans tous les témoignages qu'on a, par leur cruauté, leur bestialité, leur perfidie, et un rapport au sang un peu barré. Enfin, c'est les gens qui, du coup, voilà, c'est ça qui a donné les lignées sataniques, hein, les Rothschild, les Rockefeller, tous les Ouais. tarés de maîtres du monde, Illuminati, qui sont dans la pédocriminalité, qui sont dans la torture rituelle, qui sont dans le satanisme pur et dur, tu vois. C'est les fils de Seth, clairement. C'est la lignée, Ouais. c'est les lignées sataniques, donc les lignées de Seth, ni plus ni moins. Mais Et ça passe, je me disais, vu qu'on a un côté, ça passe par les, c'était obligé qu'on avait l'autre côté. ça passe par les Hyksos, puis ça passe par, je veux dire, des lignées perverties, corrompues chez les Hébreux, chez les Hmm. Romains, puis chez les Mérovingiens, effectivement, chez les Capétiens, enfin dans toutes les Bourbons, après Henri IV, c'est vérolé dès après Henri IV, les Bourbons, ça part en couille, à base de, voilà, torture, sadisme, assassinat, culte du sang dégénéré, tu vois, voilà, c'est clairement, on a une lignée noire, on a des lignées sataniques qui viennent de Seth, ça me paraît certain, qui était le frère ennemi, le frère rival de Horus, et qui, pour essayer Oui. de baiser la gueule à Horus et de ruiner son œuvre sur le long terme, eh ben, a engendré des lignées corrompues avec sa haine et son venin pour foutre en l'air le travail civilisateur de Horus Anki au fil des siècles, voilà, jusqu'à nos jours. Mais tu vois, ça tient la route, ce que tu dis, puisque les Rothschild, les Rockefeller, tout ça, ils sont réputés pour être très bons pour s'infiltrer. Mais c'est ça, Donc ça tient la route, hein. Mais c'est Mm. ça, tu retrouves les mêmes marqueurs, le mépris Mm. de la femme et une sexualité dégénérée, perverse, le culte du sang, de la souffrance et de la torture, et puis pas de morale, je veux dire, pas de parole, sans foi ni loi, la perfidie totale, je veux dire, voilà, tu retrouves ces 3 critères-là. Mm. Ouais, mais je me disais, parce que vu que, ben, en faisant la généalogie, tu sais bien qu'ils ont fait des mariages, donc avec des descendants de Visigoths entre Ouais. Mérovingiens ou Carolingiens, donc, donc Mmh. ça, je l'ai dans le patrimoine génétique malgré moi, mais bon, voilà. Non, mais ils ont souillé les races, ils ont souillé toutes les Ouais. bonnes races d'Anki qu'ils ont pu là pour les pervertir et les dégénérer, puis faire chuter la civilisation et faire chuter l'homme parce que Seth méprisait l'humanité, hein, il pouvait pas la blairer, il s'en foutait, pour lui c'était du bétail. Et comme Anki, lui, il adorait l'humanité, il voulait la porter à son plus haut niveau, et ben Seth a tout fait pour pervertir et dégénérer l'humanité à travers ses lignées pourries, voilà. Donc tout ça se tient, tout ça est cohérent. Hein. Mais alors Bien après, sûr. oui, Mais d'ailleurs, pour rebondir sur ce que je viens de dire, oui, alors on en a tous du sang, de Seth, oui, ok. Et alors? Ça renvoie à ce que je te mm, disais au début. Hein, moi, mon entrée en spiritualité, c'est quand je percute que tout ce qui m'énerve à l'extérieur a son origine à l'intérieur. Bah, c'est ça. Ça veut dire que pourquoi est-ce qu'on aurait cette propension au mal, à la vengeance, faire souffrir nos ennemis, enfin même pas faire souffrir, en tout cas les éliminer. Ne serait-ce que la vengeance, qui est un thème qui est parfaitement sain, légitime. Enfin, je veux dire, c'est pas grave, c'est pas mal, c'est normal de vouloir se faire vengeance. Mais après, il y a des moyens de le faire. Mais outre ça, dans quoi s'enracine ce besoin de vengeance? Bon, quand tu commences à te poser cette question, tu vois, là, ça commence à devenir sérieux. Mais c'est là que tu t'es amené du coup à neutraliser la pulsion, septième, satanique en toi,
à la déverrouiller, à la neutraliser, parce que tu te rends compte que, bon, non, finalement, il n'y a rien, ni personne sur quoi ou sur qui exercer une quelconque vengeance digne de ce nom, c'est-à-dire qui rétablissent une justice, qui rétablissent un ordre qui a été détruit, qui rétablissent un ordre juste et légitime qui a été détruit. Non, c'est pas comme ça que tu vas rétablir la justice, c'est pas comme ça que tu vas rétablir la vérité. Donc ça va, ça passe comme ça, tu vois, parce que tu t'en rends compte de manière rationnelle, claire, lucide et intelligente. Et assumer, parce que derrière, il faut assumer, si tu veux, et pas laisser libre cours à sa haine, vengeresse. Et c'est tout, voilà. Donc ça, tout le travail de spiritualité, d'initiation repose là-dessus. Donc tout le monde est capable de le faire, et tout le monde peut y arriver, tout le monde va y arriver. Ceux qui n'y arrivent pas, c'est vraiment les sataniques dégénérés, irrécupérables, bah, qui vont cramer sous le soleil, hein, j'y peux rien, c'est leur destin. Comme ça, on pourra passer à l'ère du Verseau tranquillement, sinon on ne pourra pas, hein, donc ils vont disparaître, ils vont sauter, ça c'est clair et net. Mais sinon, voilà, à titre individuel, que ce soit toi, moi, n'importe qui d'autre, ouais, on descend de 7 aussi, et alors, il est où le problème? Ça fait pas de nous des tarés, c'est un dieu aussi, c'est un dieu Ben qui a non, mal non. tourné, mais c'est un dieu qui a été vaincu par Horus en plus, donc quelque part, sa haine et sa vengeance, elle est déjà dissoute. Il n'en reste juste qu'une trace fractale diffuse en nous, et qui, je te dis, se neutralise, se dissout elle-même par un simple travail de réflexion, de recul, de maturation, et par le simple courage aussi qui consiste au départ à assumer ta pulsion de vengeance et de haine, parce qu'elle est légitime, mais à l'assumer jusqu'au moment où tu te rends compte qu'en fait, elle n'a pas lieu d'être. C'est tout. Faut pas Très avoir bien, peur ouais. de sa Ouais. haine, hein. Faut pas avoir peur de ce feu, faut pas avoir peur de la violence, faut pas avoir. C'est normal, c'est putain de légitime. Ce n'est pas sale, non, c'est parfaitement Ouais. C'est sain, pas la légitime. morale catholique, quoi. Ah, mais surtout pas. Bah non, parce que eux, Oui, oui. ils te forcent à mettre le couvercle sur le feu pour que le feu te brûle de l'intérieur. Ça, c'est la ruse du diable, hein, les cathos, hein. Mm. C'est vraiment, c'est pire encore. Non, non, il faut assumer sa flamme, il faut assumer sa haine, il faut assumer sa révolte. C'est normal. Dieu t'a fait ainsi, il n'y a pas de souci avec ça. Assume-le et vis-le, exprime-le. Assume-le jusqu'au moment où tu te rendras compte que ben, soit tu te crames la gueule et que bon, il est temps de passer à autre chose, soit que tu peux la mettre à profit autrement, mais tu t'en rendras compte de toi-même, par toi-même, mais en assumant ta haine, en vivant ta colère, en vivant ta rage, en crachant ta flamme. Et il faut le faire. Si tu le fais pas, elle se retournera contre toi. Donc vas-y, c'est bon, faut y aller, quoi. Très bien. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Et bah, d'ailleurs, Anton Pax aussi, dans ses écrits, il parle de la source à laquelle on est tous connectés. Et justement, les causes pourquoi le 7 il aurait mal tourné, c'est parce qu'il s'en serait détourné de cette source. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Tu es d'accord avec ça ou tu as une autre théorie? Je n'ai pas connaissance de ce passage-là, précisément. Moi, j'ai tendance à. Enfin, pour le coup, l'origine du mal, Anton, il l'a sourcé là où elle est, hein, bien avant 7, c'est Yaldabaoth, hein, c'est le grand archonte. Ça, c'est quand il a investigué les écrits gnostiques en les passant au crible de sa traduction phonétique du sumérien originel. C'est dans le tome 0 des chroniques, le livre de Nouréa, qu'il a exploré ça, Oui, et le qu'il a premier. exploré Mmh. voilà, la naissance de Yaldabaoth, l'arrivée de Yaldabaoth. Et bon, ben voilà, c'est à travers une erreur en fait, hein, de Barbelou, hein, l'origine du mal, c'est une erreur de la femme en fait, hein, c'est con, mais c'est là que tu comprends pourquoi Sophia pleure et souffre tellement, et pourquoi Marie-Madeleine pleure et souffre tellement, parce que ben, malgré elle, elle a créé le mal en fait, puisque Yaldabaoth, sa créature, a été créée, engendrée à l'insu de son parèdre à elle et sans le consentement de son parèdre à elle. Ce qui fait qu'en gros, hein, tel que je l'ai compris, Yaldabaoth est un né orphelin de père, et qu'il est fou de rage et de haine et de vengeance et de douleur contre sa mère, et que du coup il passe son temps, le reste de sa vie, à vouloir se venger de sa mère pour arrêter de souffrir, parce qu'il est né, il est né sans père. Moi, c'est ça que j'en ai retenu. Euh, voilà, ça, je veux dire, en termes de clé de compréhension, moi, ça me suffit, hein. Pour le coup, l'origine du mal, moi, je trouve que ça suffit à l'expliquer, ouais. D'accord, ouais. Oui, parce que, dans la ben, d'ailleurs, en Asie, il le démontre bien, le yin et le yang, tu vois? Le bien et le mal se rencontrent, s'assemblent. C'est vrai que C'est dans, pas qu'ils se rencontrent. la religion cat Non, mais c'est même pas qu'ils se rencontrent. C'est que il y a pas de bien pur ni de mal pur dans ce oui, monde. c'est là-dessus que je voulais venir, ouais. Mmh. Il y a forcément un peu de bien dans le mal, et forcément un peu de mal dans le bien.
Les cathares disaient que ce monde est le monde du mélange. Tout est dual, tout est ambivalent. Ça aussi, tu as des bonnes pages aussi là-dedans chez Abellio. Enfin, tous les philosophes dignes de ce nom se sont affrontés à cette question. Le problème de la pureté, c'est dangereux parce que la pureté, c'est même pas c'est l'extrémisme, c'est l'excès. Donc non, il n'y a rien de pur dans ce monde, enfin à 100%, au sens vraiment, non, tout est mélangé, tout est ambigu, et puis si la perfection n'est pas de ce monde. Si quelque chose devait être pur et parfait, ce serait pas sur Terre, hein, ce serait hop, tout de suite, ce serait métabolisé au niveau angélique, où là, ouais, il y a peut-être de la perfection, mais pas au niveau humain, non. Donc, il faut arrêter de se prendre pour des dieux. Nous sommes des dieux en devenir, mais avant d'en arriver là, il faut en passer par la dualité. Donc, expérimenter tout le bien et tout le mal qu'il y a en nous et dans ce monde. Voilà. Ok. Et d'ailleurs, on a parlé des Celtes, et bon, on a aussi énuméré quand les conquistadors sont allés là-bas en Amérique du Sud, qui ont commencé à massacrer les Incas, tout ça, qui pratiquaient d'ailleurs des rites sacrificiels. Et je sais que les Celtes en pratiquaient aussi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pour quelles raisons? Ah, mais c'est de la communication tertielle. C'est un mode de communication entre la terre et le ciel. Je veux dire, un sacrifice humain, ce n'est plus si moins qu'une offrande, hein, que ce soit humain ou pas, un sacrifice est une offrande. Oui, mais pourquoi ils faisaient ça justement? Pourquoi sacrifier un humain parce que c'est quand même étrange, j'ai envie de te dire. Là. Mais non, ça n'a rien d'étrange. C'est putain de logique. Si tu comprends qu'un sacrifice, comme j'étais en train de te l'expliquer, ça consiste à ponctionner une part quelque part pour la transplanter ailleurs, à un autre niveau. Donc tu crées un échange entre deux niveaux d'existence différents. Et donc tu induis, tu engendres une circulation entre un niveau supérieur et un niveau inférieur. C'est-à-dire que tu prends une vie humaine, ce qu'il y a de plus élevé sur Terre, tu la prends, tu l'envoies au ciel, le ciel, forcément, il va t'envoyer quelque chose en échange. Ni plus ni moins. Une bénédiction, une faveur divine, une grâce, peu importe. Un sacrifice, ça sert à ça, techniquement. J'y peux rien, c'est comme ça, j'ai pas inventé. Un sacrifice, ça sert à ça. Donc quand tu sacrifies un humain, c'est qu'évidemment, c'est tu sacrifies ce qu'il y a de mieux sur Terre, forcément, le ciel sera obligé de t'envoyer ce qu'il a de mieux sur Terre. Et les sacrifices humains chez les Celtes, c'était exceptionnel. Hein. C'était avant une grande expédition militaire. C'était avant une bataille où ils sentaient qu'ils étaient. Oulala, c'était pas gagné d'avance, tu vois. Donc il fallait mobiliser les dieux pour eux. Donc ils offraient une vie. Et en général, ils sacrifiaient des criminels et des condamnés à mort. Hein. Ils sacrifiaient pas des Ah, nouveau-nés. d'accord, c'est bien de préciser parce que, ouais, parce que généralement, quand ils en parlent, c'est, tu sais, la petite gamine ou machin et tout. Tu vois, Mais quand ils en parlent, non, mais ça, c'est des auteurs catholiques qui te racontent ça, tu vois, qui sont eux-mêmes. Ouais, c'est pour ça que je voulais préciser là-dessus. Bah oui, non, mais les sacrifices à Taranis et tout, enfin, où les mecs étaient brûlés vifs dans des grandes cages en osier, c'était des criminels et des condamnés à mort. Ok. Bon, ben, c'est bien de l'apprendre parce que, tu vois. Et voilà, hein, après, on a une époque où, là, nous parlons d'une époque où, enfin, je veux dire, on se fout de la mort, en fait. On se fout de la mort. Oui, parce qu'ils savent qu'il y a une vie après. Ils savent ça. Et moi, je suis en train de consulter des sources, pour le coup exceptionnelles, Henri Martin, son Histoire de France, sur les Gaulois. Au 19e, les premiers grands historiens au 19e, ils ont essayé un peu de modéliser les 3 à 4 grandes sources de la civilisation occidentale moderne, donc les Hébreux, les Grecs, les Romains, les Celtes, puis les Hindous, les Perses, les Chinois. Qu'est-ce que ces grands peuples ont apporté chacun comme contribution majeure à l'humanité qui existe encore de nos jours? Chez les Hébreux, c'est l'unité de Dieu. Dieu est unique, ineffable, c'est une unité intangible, éternelle, imprononçable, ok, d'accord. Les Romains, ça a été la force de la loi et de l'État, bon, d'accord. Les Grecs, ça a été la force et la valeur et la beauté de, comment te dire, le dialogue, la raison, voilà, la rationalité grecque. L'homme, par sa simple raison, peut se gouverner de manière saine, juste, équilibrée, qui plaît aux dieux, ainsi de suite. Les Gaulois, les Celtes, ils ont apporté la conscience de la vie après la mort et qu'on n'en a rien à foutre de la mort parce qu'après, on va vivre encore mieux.
D'où le courage légendaire, mythique des Celtes au combat, qui terrifiait, qui stupéfiait les Grecs et les Romains. Je disais, mais pourquoi c'est qui ces tarés en fait? Parce que les mecs, ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient. Ils disaient, ouais! Et l'héritage de ça, c'est dans les fanatismes monothéistes, donc des croisés chrétiens ou des fanatiques musulmans qui disent, ouais, si tu meurs au combat, tu auras 15 000 putes au paradis, ce sera la belle vie, et yallah, vas-y mon frère, la vie après la mort sera encore 10 000 fois plus belle que tu pourrais jamais l'imaginer. C'est un peu cet esprit-là. C'est-à-dire, la mort, c'est pas grave, en fait. On change d'état. Ce n'est qu'un Oui. passage. Et les Celtes étaient, ils avaient cette conscience-là à un degré supérieur que tous les autres peuples de l'Antiquité. Je veux dire, les Grecs et les Romains, ils en revenaient pas. Putain, mais c'est qui ces tarés? Ils en ont rien à foutre de mourir. Bah non, on en a rien à foutre. Après, ce sera encore mieux, tu vois. Hein, et c'est tout. Ils avaient peur que d'une seule chose, c'est que le ciel leur tombe sur la tête. Mais c'est quoi que le ciel leur tombe sur la tête? C'est que les dieux leur crachent à la gueule parce qu'ils ont été lâches. C'est tout. Le déshonneur. Le déshonneur, c'est pire que la mort. Vivre comme un chien, c'est tout. C'est les dictons français normaux qui sont de l'héritage celtique gaulois. Mieux vaut mieux vaut mourir comme un lion que vivre comme un chien, c'est tout. Ça, c'est gaulois. Hein. Ben, tu parles de Gaulois, on l'a vu avec les Gilets jaunes, hein, réaction de Gaulois. Hein. Bah, ils sont allés mourir, ils se sont fait arracher les mains, crever les yeux, parce qu'ils en avaient rien à foutre, que c'est des guerriers, que c'est des Celtes, et c'est tout. Et qu'en face, on a de la racaille pharisienne, dégénérée, qui connaît qu'un seul moyen, c'est de cultiver la souffrance pour calmer les gens tout en les faisant souffrir un maximum et les maintenir sous contrôle et continuer de vampiriser leur souffrance et leurs émotions, tu vois. Enfin, c'est toujours les mêmes merdes. Donc, non, mais voilà, oui, c'était clair. On a bien vu à qui on avait affaire. À qui on avait affaire hein. Encore une fois, un peuple celte martyrisé par une dictature romaine. Voilà. Bien sûr, ben, je vais y revenir là-dessus, mais quand j'ai reçu Romain Priou lui-même l'a dit, hein, ces gens-là, si on veut s'en débarrasser, il faut les dégager physiquement. Mais comme je te dis, hein, moi perso, j'y toucherai pas parce que j'ai pas envie de mettre à mort qui que ce soit. Mais par contre, j'appelle le ciel pour qu'il mette tous ces gens-là hors d'état de nuire. Ça, c'est certain. J'appelle de mes voeux la justice du ciel tous les jours sur ces fils de pute et ces chiens d'enculés, d'ordures, d'assassins, de criminels, de tortionnaires, de merde, qui crèvent ou pas, je m'en branle, mais qu'ils soient mis hors d'état de nuire aussi vite que possible. Ça, c'est clair. Oui, parce que c'est pas avec un bulletin de vote qu'ils vont partir. Hein. La place est tellement bonne, Non, mais il faut faire en sorte pour rester. Hein. mais ni avec une émeute urbaine, putain, ils ont des armes qu'on n'imagine même pas, des armes psychotrones. S'ils activent les 5G, on va tous cramer en 2-2. Vas-y, tu fais comment avec même avec un régiment de légionnaires ça sert à rien. Techniquement, on n'est pas à la hauteur sur le terrain de la force. Ils auront toujours le dernier mot, ces fils de pute. Donc il faut faire appel au ciel. Moi j'attends l'explosion de plasma solaire ultime qui réduira à néant, en tout cas qui mettra hors d'état de nuire l'armée de Satan. Voilà, point final. Bah, d'ailleurs, l'eschatologie en parle de ça, hein, que justement, ça va griller tous leurs antennes 5G, tout ça. Que après, moi, je vois sera à déjà un la signe merci. positif. Moi, je vois déjà un signe positif de ça dans le fait que le Soleil volatilise les satellites Starlink de cette petite pute d'Elon Musk. Ah, Il de n'y a, quoi. a pas si longtemps encore, il y a 212, je crois, satellites qui ont cramé, qui ont disparu, il reste rien, tu vois. Parce qu'il y a un petit coup de plasma Oui, il y en solaire. a, ils n'arrêtent pas de tomber aussi. Ouais. Il y en a pas mal qui n'arrêtent pas de tomber aussi. Voilà, mais ça, c'est le Soleil qui les crame. Hein. Ouais, mais le Soleil, c'est intelligent, hein, bande de cons que vous croyez. Il sait ce qu'il fait, le Soleil. Hein. Voilà. C'est sûr. Mais ouais, non, mais c'est clair que, tu vois, c'était important de faire cette émission avec notre héritage à tous, hein, en France et en Europe. Parce que voilà, les gens, ben, la plupart connaissent l'histoire de quand on apprend à l'école, quoi, avec les francs, et puis voilà, tu vois, ça va pas plus loin. Donc, je pense que c'est important de connaître ça. Déjà, je pense, les gens qui regarderont cette vidéo, ça va peut-être leur permettre une certaine compréhension d'eux-mêmes, tu vois, Ah, mais c'est sur ce certain. qu'ils sont. On peut l'espérer, en tout cas. Mm. C'est pour ça. Donc, Alexandre, il me reste à te remercier. Mais je t'en prie, c'est Après, moi qui te remercie. je pense que je te réinviterai. Hein, mais cette fois-ci, je pense qu'on ferait un live. Je pense qu'il y aura aussi beaucoup de questions Ah, avec plaisir. sur ce sujet. Donc Avec voilà. plaisir. Donc moi, je vais remercier tous ceux qui suivront cette vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir la chaîne à Alexandre. Donc Alexandre Rouget, hein, il a sa propre chaîne.
vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Il publie tout. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine et encore merci à toi, Alexandre, et à bientôt. Ben, merci à toi, Thibaut. Bonne fin de soirée. À la prochaine. Salut.